Tisser des liens de parenté. Celle qui parle avec toutes ses relations s'émerveillait de la luxuriance des forêts et des vallées verdoyantes de mer-terre. Les grandes montagnes de glace n'étaient pas arrivées jusqu'ici dans leur dérive vers le sud, ce qui donnait un peu de quiétude au seul endroit de terre qui émergeait, l'île de la Tortue. La vie grouillait dans tous les recoins de cette terre ensoleillée où les plantes poussaient devant elle avec bonheur. Elle s'étira et leva les bras vers la lumière de grand-père Soleil. « Oh, quel plaisir d'être vivante !» soupira-t-elle pour elle-même. À cet instant, un mouvement furtif, presque imperceptible, attira son attention. Retenant sa respiration, elle s'accroupit dans un volumineux buisson d'iris sauvages et de roseaux. Elle n'osait faire aucun bruit. Elle resta ainsi, au calme, jusqu'à ce que son corps n'émette plus aucun rythme qui puisse être perçu. Elle ne voulait pas déranger ceux qui vivaient naturellement dans cette vallée boisée, ni les empêcher de s'adonner à leurs occupations quotidiennes qui les menaient sans doute au ruisseau, un peu plus bas sur la gauche de sa cachette. Cela lui faisait plaisir d'attendre pour voir si l'animal qui avait produit ce bruissement dans les forêts allait se montrer. Elle n'eut pas longtemps à attendre avant qu'un renard roux vienne flairer autour du rocher tout proche du ruisseau bouillonnant et qu'il se précipite au bord de l'eau pour boire une lampée, puis se sauve aussitôt pour se mettre à l'abri. Mais ayant décidé qu'il n'y avait aucun danger pour lui, malgré l'étrange odeur que lui apportaient par moments les mouvements de l'air, il retourna en bordure du ruisseau. Tout en buvant, à même le courant, le petit être relevait la tête de temps en temps pour scruter les alentours et s'assurer qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, car ses sens lui disaient de se méfier. Il fut soudain paralysé de stupeur lorsqu'il se retrouva en train de plonger dans le plus gentil regard qu'il ait jamais vu. Les yeux semblaient appartenir à un humain à deux jambes. « Salut, frère renard !» dit doucement celle qu'il parle avec toutes ses relations. « Je crois que j'ai réussi à ne pas t'effrayer. » Le renard oublia ses craintes et lui répondit spontanément. « Je pensais que j'étais le seul qui soit vraiment doué dans l'art du camouflage. Tu devrais être un renard et pas un deux jambes. Comment as-tu fait ? » « Oh, pas la peine de me le dire. Je le sais déjà, parce que c'est ce que je fais moi aussi. » « Eh bien, renard, tu seras peut-être étonné d'entendre que j'ai marché sur la terre pendant de nombreux soleils et de nombreux sommeils pour apprendre à connaître toutes mes relations, » répliqua-t-elle. « Il est important pour moi de comprendre la façon de faire de tous mes enfants, parce que je suis la mère de la nature. Je dois connaître les besoins de chacun des animaux qui enseignent, ainsi que des plantes et des êtres pierres, pour pouvoir servir au mieux ma famille. » Le renard la regarda. Il vit qu'elle disait la vérité. Il commença à se demander comment il se faisait que cette belle et généreuse deux jambes ait choisi de lui parler, mais il avait peur de lui poser la question. Il fut ramené à lui par un rire enchanteur, le plus mélodieux qu'il n'ait jamais entendu et qui résonna dans le vallon. « Oh, renard, dit-elle, tu es un maître dans l'art de te rendre invisible, mais tu as oublié de masquer tes pensées. Ne sais-tu pas que j'ai la connaissance de la vérité enfouie dans les cœurs et les esprits de chaque être vivant ? Tu ne dois pas avoir peur de me demander ce que tu veux. Le tétra m'a appris à entrer dans la spirale sacrée du rythme pour être en harmonie avec tous mes enfants. Ayant appris la vérité des rythmes, je suis devenue capable de tisser ensemble nos pensées et nos cœurs, de sorte qu'il n'y ait plus de séparation entre nous. » À cet instant, un mille-pattes apparut, trottinant le long d'un morceau de bois tombé en travers du ruisseau lors de la dernière grosse averse. La multitude de ses pattes qui bougeaient en cadence sembla soudain s'agiter, comme si elles allaient se chevaucher les unes sur les autres, car il essayait vaillamment de venir jusqu'à celle qui parle avec toutes ses relations. Son dos dessina un arc quand il relâcha la cadence pour s'arrêter enfin, et sa queue se vrilla
comme une feuille d'automne. « Quel bonheur !» s'écria-t-il, quasiment à bout de souffle. « Je crois bien que j'ai entendu ton doux rire, mère. Je ne connais nulle part au monde un son aussi musical. Quelle magnifique surprise !» Le regard du renard allait de celle qui parle avec toutes ses relations aux 1000 pattes. Il se demandait comment ces deux-là pouvaient bien se connaître. Puis il choisit de s'asseoir sur le rocher près du ruisseau et de se réchauffer au soleil. La discussion allait sans doute durer, et ses pattes s'étaient refroidies à force de rester dans l'eau à écouter celle qui parle avec toutes ses relations. 1000 pattes, cela fait de longues lunes que nous ne nous étions pas parlé. Je dois te remercier de m'avoir appris à trouver le centre de mon corps et à faire de grandes enjambées. Les longues marches jusqu'à la mer et jusqu'aux plaines m'ont pris de nombreux soleils et de nombreux sommeils, mais mes bras et mes jambes bougeaient en harmonie. C'est merveilleux de sentir que chaque partie de mon corps travaille en relation avec l'autre. Ni toi ni moi n'avons oublié la période où je me débrouillais si mal avec mes jambes et mes bras, trébuchant sur chaque caillou, me faisant agripper par chaque buisson, dit celle qui parle avec toutes ses relations. Le 1000 pattes se mit à pouffer de rire. « Eh bien, je suis si heureux de te revoir que j'ai failli rouler le long de cette branche de cotonnier. Moi aussi, j'oublie ma propre médecine quand je suis excitée. Avec mon grand âge, j'ai de nouvelles pattes qui me poussent, et je crois qu'il faut que je leur apprenne à fonctionner à l'unisson des anciennes, encore et encore. » Celle qui parle avec toutes ses relations sourit. « Je comprends bien ce que tu ressens, plein de pattes. Mettre au point les rythmes et les saisons demande aussi du travail. Mère Terre n'arrête pas de changer dans sa façon d'avancer dans la nation du ciel. Les lunes vertes qui voient l'apparition de nouvelles pousses se font de plus en plus courtes, alors que les lunes blanches semblent s'allonger en apportant davantage de neige et de glace. » Le renard intervint pour demander « Est-ce pour cette raison que tant d'animaux des steppes viennent par ici ?» Le 1000 pattes hocha la tête, et celle qui parle avec toutes ses relations acquiesça. « Tu vois, renard, Mère Terre m'a donné la tâche de connaître les besoins de tous les membres de la tribu terrestre. Je peux ainsi l'aider dans sa recherche de la façon juste de traverser la nation du ciel. Finalement, il y aura 4 saisons et 4 vents du changement qui aideront chacun d'entre nous à trouver des rythmes harmonieux. Les 3 lunes blanches nous donneront une période de repos, pendant le temps où les êtres de glace couvriront la terre. Puis, les lunes vertes viendront, sur 3 cycles, apporter une vie nouvelle au peuple des plantes. Et les 3 lunes jaunes amèneront la période de maturité et de plénitude. Pour finir, les 3 lunes rouges suivront, apportant le temps de la moisson. Et la 13e lune sera la lune bleue, celle du moment où tous les enfants de la terre découvriront leur capacité naturelle à changer ou à se transformer. Le 1000 pattes soupira et sourit. « Ce sera vraiment bien de voir cela, mère, et nous te remercions tous pour le travail que tu fais là pour nous. » Celle qui parle avec toutes ses relations était heureuse d'apprendre comment nourrir véritablement les besoins de tous les enfants de la terre, heureuse aussi d'apprendre à connaître la médecine de chacun. La vie était bonne. Chaque nouvelle journée apportait de nouveaux enseignements à recevoir, de nouvelles vérités à explorer et de nouveaux rythmes à ajouter à l'ensemble. Elle était en train de comprendre que chacune des formes de vie devenait l'un des membres de sa famille lorsqu'elle se synchronisait sur le rythme de chacune de ses relations et qu'elle écoutait le tambour intérieur des battements du cœur de cet être. Et voilà qu'elle se souvint de la façon dont elle avait appris cela. Sous les chauds rayons de lumière orange que grand-père Soleil dardait à travers ses paupières closes, elle se laissa dériver jusqu'à cette lune il y a bien longtemps. Elle vit le cygne qui nageait sur un lac de haute montagne. Cette journée-là avait été exceptionnellement chaude. Celle qui parle avec toutes ses relations avait conversé avec le jet bleu
qui lui donnait alors un enseignement sur les médecines et talents du peuple qui se tient dressé, le peuple des arbres. Le geai bleu n'allait pas parler pour eux, parce que les arbres peuvent s'exprimer. Mais celle qui parle avec toutes ses relations lui avait demandé de l'accompagner, car sa médecine consistait à utiliser l'intuition pour dire la vérité, et en ce temps-là, elle commençait seulement à apprendre à se servir de son corps pour ressentir les choses. N'étant pas très sûre de ses nouvelles facultés, elle avait demandé au geai bleu de l'assister. Pendant des heures, les deux amis s'étaient assis auprès du peuple qui se tient dressé, à écouter quand le chef du vent soufflait doucement à travers les branches des arbres, donnant vie à leur voix. Durant ce soleil, celle qui parle avec toutes ses relations avait d'abord fait l'expérience de la frustration humaine. Elle avait été en mesure de comprendre la médecine du tremble, le prophète, qui porte en lui la médecine de l'observation. En effet, elle avait vu sur le tronc du tremble des formes semblables à des yeux à chacun des endroits où une branche s'était séparée et était tombée. Elle avait pu ressentir la médecine de la paix intérieure lorsqu'elle s'était assise au pied du pin en appuyant son dos contre son tronc robuste. Elle avait éprouvé la médecine de l'équilibre donnée par le cornouiller lorsqu'elle avait vu ses fleurs s'ouvrir, leurs pétales formant les 4 directions du cercle sacré. Mais l'intuition lui faisait défaut dans son écoute et elle ne comprenait pas intimement le langage de ceux qui se tiennent dressés. Le geai bleu fut très gentil avec elle. Il proposa de faire une pause dans l'apprentissage, car il voyait bien qu'elle était au bord des larmes à cause de sa frustration. Elle est ô combien humaine, et pourtant si inhumaine dans son acharnement à traiter toute chose avec autant d'insistance et d'attention, pensa-t-il. Je n'ai pas peur de lui dire la vérité, parce que, plus que tout au monde, ce qu'elle veut apprendre, c'est ce qui est vrai. Mon intuition me dit qu'elle doit aussi apprendre à se reposer quand les rythmes de son corps ont été poussés au-delà de ses capacités d'endurance. Cela doit être difficile pour elle de ne plus exister sous forme d'esprit et de devoir se limiter à la perception d'un corps humain. Le geai bleu emmena celle qui parle avec toutes ses relations en bas de la colline jusqu'au bord du lac et il la fit s'asseoir sur le sable auprès de la berge. Des touffes d'une douce herbe verte formaient des épaisseurs toutes désignées pour une sieste. Pendant qu'elle s'étendait sur un monticule couvert d'herbe, le geai bleu lui dit qu'il allait chercher un ami qui se joindrait à eux et qu'elle n'avait qu'à se reposer pendant son absence. Celle qui parle avec toutes ses relations était si préoccupée à ruminer sa déception qu'elle n'entendit même pas le message du geai bleu. Les pensées continuaient à tourner dans son esprit. Elle se demandait toujours comment apprendre la langue du peuple de ceux qui se tiennent dressés, si bien qu'elle ne remarqua pas le retour du geai bleu avec son ami le cygne. Sans effort, le cygne avait traversé le lac en glissant sur l'eau. Il se laissait maintenant flotter doucement près de la rive. Il attendait patiemment. Alors, le geai bleu se mit à criailler un long discours de remontrance pour attirer l'attention de celle qui parle avec toutes ses relations. « Dis-moi, cygne, peut-être que nous pourrions la pousser dans le lac pour lui laver la tête de toutes ses frustrations. Ou bien, demander à l'autruche de creuser un trou dans le sable où nous pourrions tous les trois enfouir sa tête. » Piailla-t-il, sans provoquer pourtant la moindre réaction chez celle qui parle avec toutes ses relations. Le geai bleu aperçut l'autruche plus bas sur la rive et il l'appela. Pendant qu'elle trottinait vers eux, il continua sa tirade moqueuse. « Ça y est, voilà l'autruche. Elle va te montrer comment enfouir ta tête dans le sable plutôt que dans d'inutiles insatisfactions, lança-t-il suffisamment fort pour que l'autruche l'entende. Mais celle qui parle avec toutes ses relations restait perdue dans ses pensées agitées pendant que l'autruche s'avançait d'un pas nonchalant, haussant les épaules et se demandant quoi faire pour cette jeune femme perturbée.
Le cygne continuait d'attendre patiemment. Mais le geais bleu et l'autruche étaient bien résolus à capter l'attention de la jeune femme. Avec un petit rire de conspirateur, le geais bleu vint se poser à côté d'elle sur un morceau de bois flotté, et l'autruche se pencha pour lui donner un petit coup de bec sur le nez. Celle qui parle avec toutes ses relations poussa un cri, non pas de douleur, car l'autruche y était allée très doucement, mais de surprise, à cause du choc de découvrir soudain et de si près 2 yeux, les plus énormes qu'elle ait jamais vus, avec leurs lourdes paupières plissées. Tout le monde éclata de rire, sauf elle, muette de stupéfaction. Le geais bleu en déduisit ouvertement qu'elle était sans doute muselée par ses propres ruminations. Le cygne lui répondit que l'autruche, dont la médecine est comment interagir avec les autres à travers la communication, pouvait peut-être lui tendre une main ou une aile secourable. À présent qu'ils avaient l'attention de celle qui parle avec toutes ses relations. Chaque commentaire provoquait de nouveaux éclats de rire, jusqu'à ce que la jeune femme se rende enfin compte du ridicule de la situation et se joigne à eux. Au milieu des vagues de fou rire, l'autruche lui expliqua que lorsqu'elle voit ceux qui ne communiquent pas clairement ou qui agissent d'une façon qui ne prend pas les autres en compte, elle aussi a tendance à se cacher la tête. S'il arrive qu'une personne se trouve à l'écart d'un groupe, l'autruche va l'imiter quand elle refuse d'entendre les idées des autres. Elle va enfouir sa tête dans le sable jusqu'à ce que quelqu'un la remarque. En général, la personne s'en rend compte par elle-même lorsqu'elle a sous le nez le postérieur de l'autruche qui pointe en l'air, ce qui lui donne une idée de ce que l'autruche pense d'elle. Mais dans le cas présent, il n'était pas utile d'enterrer sa tête, parce que celle qui parle avec toutes ses relations l'avait déjà ensevelie elle-même sous ses propres frustrations. Le rire avait complètement transformé l'atmosphère de l'après-midi, et celle qui parle avec toutes ses relations se sentit de nouveau l'esprit frais, portant attention à ce qui se passait au lieu de se demander pourquoi les limitations humaines venaient restreindre sa faculté naturelle à connaître directement les choses. Elle était en train d'apprendre à utiliser les sens humains et rire lui faisait du bien. Le rire montait à ses lèvres et faisait gigoter son ventre. Son cœur goûtait la chaleur de l'amitié et sa peau frémissait sous les éclaboussures de l'eau que les ailes du cygne faisaient gicler dans l'animation du moment. Elle considéra qu'il était bon de ressentir les plaisirs du corps, elle était heureuse d'être vivante. L'autruche et le geais bleu observèrent en silence le cygne qui s'était mis à parler de façon apaisante à celle qui parle avec toutes ses relations, glissant doucement sur l'eau calme, ce qui amena une nouvelle atmosphère. « Tu vois, comme mon corps se courbe, et comme mon cou s'incline et ondule lorsque j'avance dans l'eau. » Celle qui parle avec toutes ses relations acquiesça, et le cygne continua. « Les esprits de l'eau ne s'opposent pas au mouvement de mon corps. Ils m'aident à sentir le mouvement des courants aussi bien que mon propre mouvement. Observe-moi glisser sur le lac et vois la grâce de mon cou lorsque je te montre la danse de l'eau. » Celle qui parle avec toutes ses relations s'apaisait de plus en plus, captivée par les rythmes du cygne. On aurait dit qu'un petit souffle d'air avait amené dans son corps le bercement des vagues qu'offraient les esprits de l'eau. Elle commença à laisser son esprit voguer et rêver, tandis que les mouvements hypnotisants du cygne lui apprenaient à lâcher prise. Quand elle s'éveilla de ce rêve, elle avait compris comment apprendre le langage de chaque chose vivante. Elle pouvait faire davantage qu'observer et ressentir les choses de son propre point de vue. Elle avait appris comment se détacher de son propre espace sacré et de son point de vue sacré, comment demander la permission et lorsque c'était d'accord, comment entrer dans l'espace sacré de l'autre pour apprendre son langage. Elle était toute excitée en racontant au cygne, au geais bleu et à l'autruche l'expérience de son temps de rêve. Dans ce rêve, elle avait volé avec le faucon
et a pris sa médecine de partir en chasse pour trouver des solutions. Le faucon l'avait emmené dans les profondeurs de la jungle de l'île de la Tortue et lui avait fait découvrir la touffeur de ce royaume vert à la végétation luxuriante. En ce lieu, Mère-Terre renvoyait en miroir la moiteur des confusions et frustrations humaines. Ensemble, ils avaient volé dans le rêve à travers ce brouillard de la confusion jusqu'à ce qu'ils puissent voir les choses clairement. Sous leurs yeux s'étendaient les hautes terres à la végétation dense, où vivent les grands singes, avec la neige qui étincelait sur les sommets des montagnes, au loin, surplombant la jungle. Le gorille était un conteur sans mots. Il mimait ou imitait un comportement jusqu'à ce que l'observateur puisse voir la solution ou trouver la clé de l'histoire par lui-même. Dans le rêve, alors qu'elle volait en cercle avec le faucon, celle qui parle avec toutes ses relations avait observé ses mimiques sous toutes leurs facettes. En peu de temps, la médecine efficace du gorille, qui est de communiquer et d'enseigner à travers l'action, avait permis à son cœur de comprendre. Elle avait d'abord trouvé ses mouvements drôles, jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'il était en train d'apprendre aux membres de sa tribu à accomplir une tâche précise. C'est alors qu'elle avait remarqué que pour capter l'attention d'un singe plus jeune, il l'imitait, puis qu'il faisait un jeu de ses imitations afin que le jeune puisse alors l'imiter lui. De toute évidence, le faucon lui avait montré une solution à son problème. Il n'était pas nécessaire qu'elle se sente séparée des autres formes de vie, parce qu'elle avait un corps humain. Elle pouvait imiter leur comportement et voir ce que cela faisait d'être eux. En imitant les actions des êtres de la création qu'il enseignait, elle pouvait s'abandonner à ce qu'elle éprouvait en leur étant semblable. Peu importait que son enseignant fût une plante, une pierre, un animal, un nuage, ou les esprits du vent ou de l'eau, comprendre leur langage lui prendrait du temps, mais plus elle leur serait semblable, et mieux elle pourrait comprendre en quoi leur vie était similaire à la sienne, et plus il serait facile aussi de connaître la façon de communiquer propre à chaque espèce. L'autruche, le geai bleu et le cygne étaient très heureux que celle qui parle avec toutes ses relations en ait terminé avec les frustrations et finisse par comprendre. L'équipe des 4 se retira sous les ombres douces de la forêt, celle qui parle avec toutes ses relations montrant le chemin. Elle était décidée à utiliser sa compréhension nouvelle pour communiquer avec ceux qui, parmi ses relations, étaient des arbres. Jusqu'à présent, elle avait simplement observé et essayé d'écouter lorsque les esprits du vent agitaient doucement les buissons, couleur d'émeraude et de jade, du peuple de ceux qui se tiennent dressés. Il était temps à présent de pratiquer et de développer ses aptitudes à communiquer. À ses amis enracinés autour d'elle, elle fit part de son intention. « J'ai appris à m'abandonner au rythme de l'espace sacré autour de moi. À présent, si vous êtes d'accord, j'aimerais devenir semblable à un être qui se tient dressé, dit-elle. L'être d'un vieux pin laissa tomber une pomme de pin qui roula à ses pieds comme une offrande d'amitié. Elle accepta le cadeau avec plaisir. Elle s'agenouilla pour creuser un trou dans le sol tendre couvert d'aiguilles de pin et y enterra ses pieds jusqu'aux chevilles. Puis elle se dressa fièrement et leva ses bras comme des branches vers les rayons du soleil qui filtraient à travers l'épaisseur verte de la forêt. Le silence enveloppa tous ceux qui étaient rassemblés là, tandis qu'elle fermait les yeux et devenait un arbre humain. C'est alors qu'elle entendit les voix du peuple de ceux qui se tiennent dressés, qui s'élevaient de leur cœur de bois et qui parlaient au sien. Notre langage est d'entendre par le cœur, mère, pas avec les oreilles. Nous parlons de tout ce que nous voyons dans un lieu parce que nous sommes les observateurs silencieux de la terre. Nos racines plongent profondément dans les puits d'amour du sol de mère-terre et nos branches s'élèvent plus haut chaque jour pour chercher la lumière du grand-père soleil.
Nous sommes le vivant d'équilibre entre Mère-Terre et le Père-Ciel, entre le féminin et le masculin, entre recevoir et donner. De toutes les formes de vie, nous sommes les plus proches de la constitution des êtres humains, parce que nous leur montrons comment honorer l'équilibre entre le ciel et la terre à l'intérieur d'eux-mêmes. Nous leur montrons, par l'exemple, comment être des observateurs silencieux de la vie, comment se tenir dans leur grandeur et comment donner et recevoir. Rien n'agitait la forêt, aucun souffle de vent ne faisait frémir les branches du peuple des arbres, et pourtant, celle qui parle avec toutes ses relations entendait la voix du vieux séquoia. Il lui montra qu'avec ses bras ouverts au-dessus d'elle, son corps créait 2 cercles. Ces cercles formaient la figure d'un 8. Le cercle du haut rencontrait le cercle du bas dans son cœur. Celui du haut embrassait la nation du ciel et celui du bas la connectait au centre de Mère-Terre. C'était comme si elle se trouvait au sommet d'un cercle et tenait l'autre au-dessus d'elle, faisant de son corps le lieu d'un croisement qui les connectait l'un à l'autre. Il y a 2 roues médecines de la vie, dit le séquoia. Les êtres humains, tout comme le peuple des arbres, ont la possibilité de réaliser l'équilibre entre le ciel et la terre. Quand les êtres à 2 jambes arrivent au meilleur de leur potentiel, la roue du ciel leur apporte les messages du monde de l'esprit à travers leur cœur humain. La roue de la terre, quant à elle, permet aux plantes, aux pierres, aux animaux et aux éléments de la nature d'être leurs enseignants sur Mère-Terre et les interprètes de ces messages spirituels. Les humains sentent et comprennent les messages que le grand mystère leur envoie en observant les actions de ces enseignants de la nature, qui sont la contrepartie planétaire de ce qu'exprime le grand mystère. En se rencontrant dans le cœur, les 2 roues médecines montrent que le ciel et la terre, le spirituel et le matériel, sont égaux et sont un. Vois-tu, toi qui parles avec toutes tes relations, la seule véritable limitation du fait d'être humain survient lorsque le cœur est fermé. Lorsque le cœur est ouvert, toute la création devient accessible et compréhensible. À présent, tu es devenu cet équilibre et il va se mettre à ton service. Le souvenir de ce temps d'expérience et des enseignements reçus emplit le corps de la mère de la nature d'un sentiment de chaleur, la ramenant doucement au moment présent. La lueur orange que grand-père Soleil avait projetée sur ses paupières s'était transformée en orangé d'une profonde couleur saumon, signalant que ce soleil touchait à sa fin. Elle pouvait entendre la truite sauter pour gober des mouches dans le petit ruisseau mélodieux. Elle pouvait humer les premiers effluves du jasmin qui ouvrait ses fleurs pour la nuit et savourer la fraîcheur humide qui s'élevait des pierres au bord du ruisseau. Dans son esprit, les images de ces transformations dansaient au milieu de centaines d'autres perceptions. Elle pouvait entendre le petit ronflement du renard qui s'était endormi et le grattement des nombreuses pattes du mille-pattes sur le tronc du cotonnier. « Oui, pensa-t-elle, j'ai vraiment appris. La vérité me parle maintenant de 1000 façons, à travers tous les sens de mon corps, mon cœur, mes pensées et mon esprit. Je peux ressentir les rythmes des pas des animaux sur le sol quand ils approchent de l'eau pour boire à la tombée du jour. Je peux sentir la lumière des étoiles avant même qu'elles ne viennent trouer le manteau violet du début de la nuit. La vie m'envoie des flots de sensations au plus profond de mon ventre avec chaque changement de rythme autour de moi et je ressens ces changements à l'intérieur de moi car je suis une extension de tout cela. Gardant les yeux clos, celle qui parle avec toutes ses relations toucha doucement et paisiblement un être pierre attaché à son cou par un lien. La pierre était naturellement percée par l'érosion de l'eau qui avait coulé sur elle pendant de nombreux soleils et de nombreux sommeils. Le nom de cet être pierre était Onéo ou chanson. Cette pierre médecine était spéciale. Elle n'arrêtait pas de chanter
et d'enregistrer tout ce que son cœur éprouvait et qu'elle expérimentait, en lui rappelant l'histoire qu'elle était en train de créer avec sa propre vie. Le trou naturel dans le corps d'Onéo était le signe que cette pierre était une pierre de protection. Étant donné que ce trou avait été fait par l'eau, la pierre aidait celle qui parle avec toutes ses relations à rester en contact avec ses sentiments et à être consciente d'un éventuel danger. Le corps de celle qui parle avec toutes ses relations était constitué des mêmes minéraux que ceux dont les pierres étaient faites. C'est pourquoi Onéo l'aidait à rester en harmonie avec le battement de cœur de Mère Terre. Le peuple des pierres, qui porte la mémoire de l'histoire de la Terre, lui fut d'un grand secours lorsqu'elle apprit leur langage. Dans ses explorations, elle en était arrivée à comprendre les marques que les pierres portaient sur leur corps d'une façon qui ressemblait beaucoup à celle dont elle avait appris le langage des arbres. Grâce au peuple des pierres, elle put savoir que toutes les forces de la nature ont des cycles, et que ces cycles de croissance sont présents à l'intérieur de toute chose. Elle avait acquis la faculté d'accéder à l'histoire de tout ce qui s'était passé sur Terre à travers le temps, et l'évolution naturelle de chaque chose lui avait montré telle que les pierres en avaient gardé la mémoire. Leur cousin de la mer, les coquillages, lui avait enseigné à écouter le rythme des marées et des cycles de son propre corps. Le peuple des nuages lui avait montré les visages et les formes de toutes les choses qui existaient dans la nature. Lorsque l'un des enfants de la terre était en danger, le visage de celui qui appelait à l'aide se formait dans les nuages. Devant elle, les chefs de clan de l'air, de la terre, de l'eau et du feu s'étaient mélangés puis séparés pour lui montrer les forces créatrices spontanément à l'œuvre dans la nature. Avec ce système de connaissances fermement ancré dans son cœur, celle qui parle avec toutes ses relations fut capable de commander autant d'apporter des pluies bienfaisantes ou de faire jaillir des flots de lave pour maintenir l'équilibre nécessaire sur la planète. Apprendre la vérité est une aventure sans fin, ainsi qu'une source constante d'accomplissement, songea-t-elle. C'est une bénédiction pour moi d'avoir la soif d'apprendre, la joie de découvrir et le désir de pouvoir être utile pour ma famille. J'ai appris le langage de chacun de ceux qui font partie de la tribu terrestre. Chaque jour, je découvre une façon de prendre soin et d'avoir de la compassion qui me permet d'apprendre davantage. La vie crée toujours plus de vie, et c'est pourquoi je vais continuer à célébrer les leçons que j'ai apprises pour pouvoir les partager avec tous mes enfants et pour toujours. Celle qui parle avec toutes ses relations ouvrit les yeux et vit que le jour venait doucement de passer la pipe sacrée à la nuit. Le bol médecine étoilé du ciel de la nuit avait enfanté un quartier de lune, et les bêtes nocturnes commençaient à fureter. Le mille-pattes et le renard avaient fidèlement attendu que celle qui parle avec toutes ses relations sorte du profond silence où elle était entrée. Ils n'avaient pas bougé d'un poil. La lumière bleue argentée de grand-mère Lune jouait sur les crêtes qui ondulaient à la surface de l'eau dans le berceau de la petite crique, et les esprits de l'eau murmuraient au passage leur chanson du soir. Quand celle qui parle avec toutes ses relations s'adressa à ses amis, elle murmura : « Cela me fait plaisir que vous m'ayez attendu, les enfants. » Pendant mon silence, je me suis souvenu de tant de choses que j'avais apprises à propos des vérités présentes dans chacune des existences qui font partie de la création. Et j'ai compris que je peux apprendre bien davantage encore dans notre monde en perpétuelle évolution. Le mille-pattes fit une boule de son petit corps et roula le long de la branche jusqu'à celle qui parle avec toutes ses relations pour se rapprocher d'elle. « Mère, peut-être ta sagesse grandissante est-elle semblable à mes pattes qui se multiplient, chuchota-t-il. Peut-être qu'il me pousse de nouvelles pattes parce que je deviens plus âgé et plus sage. Je suppose que chacune de nos relations a une façon bien à elle de mesurer le chemin qu'elle accomplit
dans son existence sur la bonne voie rouge de la vie. Celle qui parle avec toutes ses relations répliqua. Oui, plein de pattes, nous avons tous une autre façon unique d'acquérir de la sagesse, mais la manière dont nous partageons notre langage et notre compréhension des choses est la clé de notre croissance commune en tant que famille planétaire. Le renard se mit à rire et fit bouger ses moustaches avant d'intervenir. Voilà une clé que je comprends, mère. Le renard est le protecteur de la famille planétaire, parce que personne ne peut apprendre les médecines et les langages de la nature s'il ne peut voir ce qu'il a juste sous les yeux. Toute la sagesse reste camouflée comme moi, à moins que les gens ne croient dans le monde invisible. Celui qui ne devient visible que lorsqu'ils ouvrent leur cœur à la compréhension et à l'apprentissage de la vérité. La mère de clan du premier cycle lunaire sourit. Être la mère de la nature signifiait qu'elle pourrait suivre tout ce qui lui viendrait naturellement. En cet instant, son cœur était si plein d'amour qu'il était naturel qu'il déborde pour se répandre sur le monde et qu'elle fasse savoir aux enfants de la terre qu'ils n'étaient pas oubliés et que leurs besoins seraient satisfaits. Celle qui parle avec toutes ses relations avait appris la vérité concernant le fait d'être dans un corps humain. C'était au tour de ses enfants, humains, de le découvrir par eux-mêmes à présent. Chaque fois qu'un individu à deux jambes ouvrirait son cœur ou apprendrait ce qui est vrai au sein de la famille planétaire, elle serait là pour l'enseigner. Quand ceux de la tribu humaine ouvriraient leur cœur avec respect à toute chose vivante, elle serait là pour veiller à ce qu'ils prennent soin d'eux-mêmes en se respectant et qu'ils se considèrent les uns les autres avec bienveillance. Et lorsque les cycles des saisons apporteraient leur lot de douleur à la race humaine, elle serait l'onguent guérisseur présent dans le monde de la nature autour d'eux. Le monde intangible de l'esprit, qui réside dans le monde tangible, attend d'être découvert. Ces enfants humains seront les derniers à réaliser ces vérités. Elle fut réjouie de savoir que l'arrogance humaine fondrait un jour jusqu'à disparaître. Ce soleil-là se lèverait lorsque les cycles et les saisons apporteraient des êtres désireux d'abandonner leur souffrance et de revenir à leur cœur comme à leur véritable maison. Oui, la vie est bonne, souffla-t-elle dans la nuit remplie d'étoiles, juste assez fort pour que ceux dont le cœur est ouvert puissent l'entendre.